Bonjour les écrivaines, bonjour les écrivains, c'est aujourd'hui l'épisode numéro 14 de l'alchimie de l'écriture. Et je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, autour de vous, quand on admire un auteur à succès ou un grand classique, on trouve qu'il a un regard d'écrivain, un sens du détail hors du commun. C'est incroyable comme Françoise Sagan a réussi à saisir l'adolescence, incroyable comme Marguerite Yourcenar nous fait vivre pour de vrai sous le règne de l'empereur Adrien. Bref, la romancière, le romancier, auraient un don que n'ont pas les simples mortels, le don de saisir le réel, de capter ces petits riens qui font un regard ou une ambiance. Ils sauraient comment transformer un pantin de papier en une personne réelle. C'est ce qu'on appelle le sens du détail, et il est temps aujourd'hui de nous pencher sur ce don exceptionnel et voir si, par hasard, on ne pourrait pas, nous aussi, nous l'accaparer. Après tout, n'est-ce pas, on n'est pas plus bête qu'un autre. Alors, je suis romancier, et si j'écris un roman, c'est parce que j'ai quelque chose à dire. J'ai une histoire à raconter. Mon but, c'est d'explorer un sentiment, l'amour, la jalousie, la haine, le remords, ou alors c'est de scotcher mon lecteur avec une intrigue à couper le souffle. Des cliffhangers, un retournement final, je veux écrire un page-turner. Ok, c'est très bien, mais dans tous les cas, j'aurai un problème. C'est que mon lecteur doit accepter mon univers et mes personnages. Il faut qu'il y croie. Il faut qu'il rentre dans mon histoire. En français, on appelle ça le contrat narratif ou le pacte fictionnel. C'est un peu pédant, moi je préfère le cercle magique des Américains. C'est simple. Le cercle magique, c'est un cercle. Si tu rentres dedans, tu reçois la magie du roman, tu t'appropries l'univers, mais si tu n'entres pas dans le cercle, tu restes à l'extérieur, tu lis l'histoire, les pages du roman, mais elles ne te touchent pas. Dans le cercle, je vois Superman, le héros qui sauvera la Terre. Hors du cercle, je vois un gars ridicule qui a enfilé son slip par-dessus son collant. Aussi profonds soient vos personnages, aussi ingénieuse soit votre histoire, si votre lecteur ne rentre pas dans votre cercle, la magie ne prendra pas et vous perdrez votre temps. Et ce problème est très subtil, c'est une affaire d'empathie. Avec du talent, on peut donner vie à un personnage de bande dessinée incroyable doté de pouvoirs impossibles. On peut même générer de l'empathie pour le voisin de palier déguisé en Superman. Et l'un des outils majeurs qui permettent un tel prodige, c'est le détail. Le détail d'une scène, d'un personnage, d'une situation, d'un décor, d'un dialogue, bref, le sens du détail est bien la brique élémentaire du travail de romancier. Et personnellement, je ne pense pas que ce soit un don qui vous tombe du ciel. Le sens du détail, c'est une compétence qui se travaille, retroussons-nous les manches et allons-y. Alors, pour commencer, on peut avoir une vision très utilitariste du détail. C'est le point de vue du polar énigme par exemple. L'auteur présente une enquête policière à son lecteur, qui dit enquête dit indice, mais si l'auteur ne présente que les indices utiles, ceux qui vont permettre la résolution de l'énigme, c'est trop facile et ça n'a aucun intérêt. Donc, l'auteur doit noyer les indices utiles dans des détails superflus, des fausses pistes. Ok, on comprend bien, mais c'est une vision très péjorative des détails. Le détail serait une sorte d'enfumage. Et puis, on se souvient des conseils des théoriciens d'Hollywood qui n'arrêtent pas de nous répéter que plus une histoire est simple, mieux c'est. Alors, on n'a pas envie de compliquer notre roman inutilement avec des détails qui ne sont là que pour embrouiller le lecteur. Bien sûr que non. Tout ça, c'est le petit bout de la lorgnette. Réfléchissons un poil plus loin. Et souvenez-vous du cercle magique. Le détail, c'est l'outil principal pour créer un sentiment de réalité. Attention, je n'ai pas dit de réalisme, j'ai dit réalité. Votre but, c'est de rendre votre Superman réel, pas réaliste. On sait bien que Superman n'existe pas, mais si vous le dotez d'un niveau de détail suffisant, on finira par accepter qu'il est vrai. Le détail fait la réalité. Et le détail, ce n'est pas la description à rallonge à la Zola, objet par objet, comme une liste de courses. Non, le détail, c'est par exemple ce que fait un personnage au moment où la scène commence, ce qu'il s'apprêtait à faire si la scène n'avait pas eu lieu. Le détail renforce ainsi l'idée que le personnage existe indépendamment de l'histoire qu'on est en train de raconter. Plus qu'un personnage, c'est un véritable être humain. Par exemple, vous commencez à écrire, vous êtes devant une page blanche, et vous voulez introduire votre personnage alors qu'il est chez lui et qu'il reçoit un coup de téléphone de sa femme. Comment allez-vous écrire ça ? A priori, on aurait envie d'écrire quelque chose comme « C'était un matin comme les autres, le téléphone sonna et Myers décrocha. Allô ? C'était sa femme Paula. »
On serait content de nous et on passerait à ce qui nous semble l'essentiel, c'est-à-dire le dialogue qui suit, la discussion téléphonique. Eh bien voici comment débute la nouvelle La peau du personnage de Raymond Carver. Quand le téléphone sonna, il était en train de passer l'aspirateur. Il avait déjà fait la plus grande partie de l'appartement et usait à présent de la brosse à coussin pour débarrasser les sièges du salon des poils de chat qui s'amoncelaient dans leurs interstices. Il s'immobilisa, tendit l'oreille, puis il arrêta l'aspirateur et alla répondre au téléphone. Vous voyez la différence ? Ces histoires d'aspirateur et de poils de chat n'ont aucune importance, mais vous sentez bien que ces détails créent une impression de réalité. Myers, le personnage principal, n'est pas un personnage abstrait, c'est une vraie personne qui passe l'aspirateur au moment où sa femme l'appelle au téléphone. Ensuite, je vous parlais à l'instant des fameuses règles hollywoodiennes, que je ne me permettrai pas de critiquer car elles sont très souvent du simple bon sens. Eh bien, l'une de ces règles les plus célèbres, c'est le show don't tell, c'est-à-dire ne dites pas les choses, montrez-les. C'est un très bon principe, le boulot d'un écrivain n'est pas de faire la morale en édictant des grandes pensées, mais c'est de les explorer subtilement à travers une histoire qui les illustre. Et pour montrer les choses plutôt que les dire, il faut des détails. Un exemple, reprenons notre nouvelle de Raymond Carver. Myers est au téléphone avec sa femme Paula. Des flocons de neige passèrent en tourbillonnant devant la fenêtre. Il frotta la vitre du doigt, puis se mit à y tracer les lettres de son nom en attendant qu'elle parle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il s'ennuie ? Est-ce qu'il aime sa femme au point d'écrire son nom en permanence ? On ne comprend pas bien son état d'esprit. On note les détails de son comportement, et ces détails servent de terreau à notre réflexion, à notre compréhension du personnage. Et vous sentez comme c'est tellement plus intéressant que d'écrire que Myers s'ennuie ou qu'il pense à sa femme. Montrer les choses, c'est bien plus fin et plus intéressant que de les dire. D'ailleurs, dans cet exemple, on a du mal à mettre des mots précis sur le sentiment de Myers alors qu'il téléphone à sa femme. C'est un mélange de langueur, d'attendrissement, mais aussi une certaine volatilité intellectuelle. Myers est un artiste et on ne le sait pas encore. Pour décrire une situation ou un état d'esprit, le travail de l'écrivain, ce n'est pas de trouver les bons mots, c'est de trouver les bons détails. Autre exemple, plus tard, Myers discute avec Paula. Myers fixait Paula des yeux. « Carl te dit bonjour, dit-elle. » Myers hocha la tête. Paula but un peu de scotch, puis elle demanda. « Tu as passé une bonne journée ?» Myers haussa les épaules. « Qu'est-ce que tu as fait ?» dit Paula. « Rien, dit-il, le ménage. » Elle lui caressa la main. « Ils m'ont tous dit de te saluer. » C'est très subtil, on ressent une certaine solitude. Myers est misanthrope. Ils sont bien amoureux l'un de l'autre, mais on sent une lassitude, et même une lassitude différente de chaque côté de leur couple. Le lecteur n'attend pas une leçon de choses ou une solution clé en main, il attend que l'auteur mette son histoire sur la table et que ce soit son boulot à lui, lecteur, de faire le tri, et ce que l'auteur met sur la table, justement, ce sont ces fameux détails. Le détail, ok, mais le détail ce n'est pas non plus n'importe quoi. Tout cela doit se faire dans la souplesse, votre livre doit être agréable à lire. Vous n'êtes pas un journaliste de l'époque de Zola qui devait décrire un étal des Halles avec le moindre poisson et la moindre botte de poireaux. Vous êtes un raconteur d'histoire, vous ne devez pas oublier qu'un roman, malgré tout, ce n'est pas la réalité, c'est une œuvre d'art. Elle doit présenter une unité, une intégrité, elle doit tendre vers quelque chose, un message, une émotion, une expérience. Bref, vos fameux détails doivent aussi avoir un sens. Tenez par exemple, dans le dialogue de Carver à l'instant, vous avez noté le retour de l'aspirateur ? Quand Paula lui demande ce qu'il fait, il dit « rien, le ménage ». Et brusquement, ce détail du début, il passait l'aspirateur au moment où le téléphone a sonné, devient un symbole de son ennui, de son sentiment d'inutilité. Myers est un artiste, un écrivain, et pourtant, il n'écrit pas, il passe l'aspirateur. C'est malin, c'est subtil, c'est de l'horlogerie fine. Et je vous entends d'ici, je vous entends dire « Oh, mais c'est trop compliqué, moi je préfère écrire les choses simplement. » On n'est pas tous obligés d'avoir le style de Raymond Carver. Quand Myers s'ennuie, moi j'ai envie d'écrire « Myers s'ennuie, point. » Ça m'a pris 2 secondes et je pourrais me vanter d'avoir un style précis et efficace. Au lieu de ça, Carver écrit. Myers se souvenait d'avoir mis la chaudière en veilleuse et éteint les lumières avant de sortir. Et puis il revit la neige qui tourbillonnait de l'autre côté des vitres. C'est plus long à écrire, mais c'est tellement plus réel. Simplement parce que quand on s'ennuie, c'est exactement ça qui nous passe par la tête. C'est comme ça, le détail c'est une certaine complexité, ou disons plutôt
une richesse. Parce que la phrase de Carver n'est pas compliquée, elle est riche. Le monde est riche, les émotions et les sentiments humains sont riches, la réalité est riche. Et c'est justement le boulot du romancier que de défricher cette richesse, cette complexité. C'est ça qui rend le personnage de Myers intéressant et profond, et c'est cela qui nous ouvre la porte de son cercle magique. Et vu du côté de l'auteur, malheureusement, on peut traduire tout ça, plus trivialement, par le détail, c'est du travail. Et oui, et croyez-moi, c'est un travail qu'on n'a pas forcément envie de faire en se levant le matin. En tant qu'auteur, on a dans la tête nos scènes clés, la grande déclaration d'amour ou alors la grande trahison. On a en tête un monde fascinant avec des elfes et des orques ou des planètes et des courses de podracer. Oui, tout ça c'est très bien, mais un conseil, avant de vous asseoir à votre table de travail, dites-vous bien que l'essentiel du temps que vous allez passer à cette table, vous le passerez à chercher les meilleurs détails. Le détail, c'est votre job d'écrivain. Le détail matériel, faire de la doc, lire des encyclopédies ou des bouquins fort savants, aller voir de vos yeux les lieux que vous allez décrire, savoir de quoi vous parlez. Pas plus tard que la semaine dernière, juste parce qu'un de mes personnages montait à bord d'un bateau pour le Japon en 1900, j'ai passé des heures à chercher des photos d'époque, le prix et les horaires, les noms des compagnies, les itinéraires. J'ai lu le journal d'un militaire qui racontait son voyage. Pourquoi ? Pour un seul paragraphe d'une dizaine de lignes, mais qui sonnera forcément juste et qui m'offrira la satisfaction peut-être d'entendre un lecteur me dire « Ah, votre bouquin, il m'a vraiment plongé dans une époque ». Le détail psychologique aussi. Lire des bouquins de psychologie, mais surtout observez les gens qui vous entourent, tout noter, avoir un carnet dans votre poche en permanence. Le trait de caractère qui transformera votre personnage sera peut-être simplement une réflexion que vous aurez entendue chez le boucher, ou le souvenir d'une amie, ou une séquence sur internet. Et c'est dans cette catégorie du détail psychologique que se situe le travail de Raymond Carver dont nous venons de parler. Le détail narratif enfin, le style, la cohérence, l'aspirateur de Raymond Carver, le détail qui résonne d'un chapitre à l'autre, le clin d'œil, l'environnement symbolique, etc. Et voilà, alors nous avons tous, nous les écrivaines et les écrivains, une vision un peu romantique de notre métier, l'idée géniale d'Agatha Christie dans Le meurtre de Roger Ackroyd, la façon dont Tolkien invente un monde tout entier, ou alors la fluidité extraordinaire du style de Flaubert. Mais en vérité, 95% du temps de travail de tous ces romanciers consistait à peaufiner leurs moindres détails, la brique élémentaire qui maintient l'attention du lecteur et l'aide à comprendre toutes ces notions tellement subtiles que vous cherchez à lui communiquer. Flaubert est le parfait exemple pour montrer qu'on peut à la fois faire preuve de génie littéraire, d'intuition et être aussi un travailleur acharné, un tâcheron du détail. On n'imagine pas les heures de documentation qu'il a dû fournir pour écrire cette simple description. Le palais, bâti de marbre numidique, tacheté de jaune, superposé tout au fond sur de larges assises, ses 4 étages en terrasse. Avec son grand escalier droit en bois d'ébène, portant aux angles de chaque marche la proue d'une galère vaincue, avec ses portes rouges écartelées d'une croix noire, ses grillages d'airain qui le défendaient en bas des scorpions, et ses treillis de baguettes dorées qui bouchaient en haut ses ouvertures, il semblait au soldat dans son opulence farouche, aussi solennel et impénétrable que le visage d'Hamilcar. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite discussion, et je vous rappelle surtout qu'il ne faut pas prendre mes vidéos comme des leçons, ou pire, comme des trucs et astuces pour écrivains. Mon idée avec cette série, c'est de réfléchir sur les sujets qui m'intéressent en tant qu'auteur, et de partager avec vous, tant qu'à faire, ces réflexions. Voilà tout. À côté de ça, je suis aussi un lecteur et je réalise des analyses des grands classiques de la littérature. Il y en a 74 épisodes, donc 74 romans analysés, que vous pouvez retrouver sur ma série jumelle, L'alchimie d'un roman. Vous pouvez aussi me suivre et me contacter sur Facebook. Et si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez me donner un coup de pouce ou simplement me montrer votre soutien, vous pouvez vous rendre sur ma page Tipeee qui, comme son nom l'indique, vous permet de me laisser un pourboire numérique à votre bon cœur, messieurs dames. Et c'est donc terminé pour aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter de très studieuses séances d'écriture. Portez-vous bien, lisez des livres et à la prochaine fois.